Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari. On se retrouve dans Punchline avec Jeannette Bograb, Isabelle Saporta et Guylaine Ottenheimer. On va parler de ce bras de fer qui continue entre les États-Unis, leurs alliés, et la Russie. Les États-Unis autour de l'Ukraine, la situation en Ukraine bien sûr. Les États-Unis ont refusé d'exclure une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, comme le demande la Russie. Mais en revanche, ils offrent une voie diplomatique sérieuse pour sortir de la crise. La diplomatie, évidemment, est à l'œuvre. On va juste écouter Marine Le Pen qui tenait une conférence de presse aujourd'hui sur cette question ukrainienne. La France a disparu. Voilà. La France qui était à l'origine de l'initiative diplomatique pour permettre une désescalade a disparu des négociations et l'Union européenne elle-même, qui pourtant se piquait de prendre sa place, a également disparu. Un engagement avait été pris il y a de cela de nombreuses années afin que l'OTAN ne puisse pas disposer de forces à la frontière russe, c'est ce qui avait maintenu une forme d'équilibre. À mon sens, il faut que cette solution persiste. Guylaine Ottenheimer, là on est sur la ligne pro-russe évidemment, qui a toujours été celle de Marine Le Pen. Critiquer pour critiquer, c'est pas vrai que la France et que l'Europe ont disparu des négociations, et c'est vrai que quand même les distances aussi ont été prises avec les États-Unis qui n'ont pas du tout le même prix que nous. Nous, notre problème c'est que même s'il y a eu des déclarations communes entre l'Allemagne et la France, on sent bien que quand même les intérêts ne sont pas les mêmes. Il y a un gazoduc qui passe par là, qui pourrait arranger les Allemands, voilà. Et moi je trouve que cette histoire, au-delà de la façon dont il faut traiter Poutine et à quel moment on peut arrêter cette escalade, mais c'est compliqué, hein. C'est comme l'Alsace-Lorraine, là, ils veulent se la reprendre, ils veulent se la récupérer. C'est très compliqué d'arrêter ces pulsions patriotiques, guerrières, mais au-delà de cela, on voit très bien qu'il faudrait tout de même que l'Europe réfléchisse à sa politique énergétique et ne soit pas dépendante, pieds et poings liés par le gaz. Alors, Jeannette Bograb, sur cette question ukrainienne. Moi, je suis assez inquiète parce que je trouve que la situation internationale n'est vraiment pas bonne dans cette partie du monde. Il y a une espèce d'escalade entre l'OTAN qui fait ses manœuvres, effectivement, à proximité de la frontière russe, les Russes qui montrent les bras. On parlait encore il y a peu de temps de la Biélorussie. Et que quand des pays comme la Suède ou la Finlande décident d'intégrer de l'OTAN, parce que la Finlande a 1300 km de frontières, et que le président, moi je suis pas du tout d'accord avec Marine Le Pen, parce que là Emmanuel Macron, les déclarations qu'il a faites sont extrêmement fortes, même plutôt inquiétantes, parce qu'on se dit mais... Oui, il promet une riposte. Une riposte, oui, mais quand il y a 100 000 soldats russes à la frontière ukrainienne, ça veut dire quoi une réponse forte quand j'avoue que je me dis... Est-ce que les Américains n'enverront pas de soldats? Oui, donc on en a 15 000. Bon, alors on va rapatrier nos soldats du Mali, donc est-ce qu'ils vont aller directement à la frontière? Donc j'ai quand même du mal à penser que... Et je peux comprendre les uns et les autres. Il y a un équilibre qui s'est installé depuis la Seconde Guerre mondiale, en gros la France de Yalta, où on s'est partagé des zones d'influence, et je peux comprendre qu'on puisse pas envie d'avoir des missiles en face de sa frontière. Et donc je trouve que jeter de l'huile sur le feu n'a pas de sens, voilà. Et que à partir du moment où on sait dans ces pays-là que d'abord, ils veulent pas d'Europe de la défense. Hein. Les pays nordiques préfèrent le bouclier américain et pas le bouclier européen. Qui s'arment chez les Américains, ils n'achètent pas européen. Je me dis qu'on se rend pas compte entre cette course à l'armement, et c'est pas... Peut-être que je suis devenue une pacifiste d'une certaine manière, j'en sais rien. Mais je trouve qu'on ne devrait pas prendre à la légère ce qui se passe là-bas. Isabelle Saporta, votre analyse de la situation? Écoutez, moi je trouve que... Guylaine Ottenheimer a parfaitement raison. On est dans une impasse européenne totale. On est dans une impasse énergétique. On voit bien, effectivement, on n'est pas capable d'avancer de façon cohérente sur ces questions-là. On n'est pas capable effectivement, de penser ça de façon globale. On est dans une impasse. Jeannette Bograb a raison aussi sur la question d'une souveraineté européenne, c'est-à-dire d'une armée, d'une défense européenne, puisque on avance effectivement de façon disjointe, et que nous restons la seule armée finalement d'Europe là aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus la Grande-Bretagne avec le Brexit. On voit bien, si vous voulez, que Emmanuel Macron a essayé de taper du poing sur la table, mais comme vous l'avez rappelé, Laurence Ferrari, c'est pas les troupes que nous pourrions masser face aux 100 000 soldats russes qui pourraient nous permettre, entre guillemets, de faire front. Donc, si vous voulez, moi, ce qui me désespère en tant qu'Européenne convaincue, c'est
c'est l'image de la faiblesse européenne que ça nous renvoie. Voilà, c'est tout. C'est qu'on voit bien qu'on a réussi à construire un marché, et un marché en plus qui n'a de commun au fond que le nom, puisqu'en fait on se tire la bourre les uns par rapport aux autres. Aucune règle. Exactement, qui n'a aucune cohérence, aucune règle. On n'arrive pas au fond à créer de vrais champions européens, ou très peu. On n'arrive pas... Pas de salaire minimum. Mais oui, mais si vous voulez, c'est vrai que c'est désespérant. Nos industries. Exactement. On peut aller acheter américain, on peut aller acheter russe. Non mais c'est vrai, enfin pardonnez-moi, mais vous voyez par exemple avec la première crise du Covid en mars 2020, on a vu à ce moment-là qu'on était complètement pieds et poings liés pour tout, notamment tous les médicaments, qu'aujourd'hui, prenons par exemple les antibiotiques, ils sont faits en Chine et en Inde. Donc si vous voulez, les antibiotiques, il suffit que ces deux-là coupent au fond le robinet pour qu'on ne soit plus capable de se fournir en médicaments. Alors rappelez-vous, Macron avait tapé du poing sur la table en disant nous relocalisons le Doliprane. Bon, ok, super, on a relocalisé le Doliprane. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on se voit à chacune des crises, que ce soit des crises géopolitiques ou des crises sanitaires, on voit la faiblesse de ce continent. Et l'OTAN, à l'instant, dit tendre à nouveau la main à la Russie, mais se prépare au pire. Mais c'est, Voilà, les déclarations alarmistes du soir. Mais l'OTAN se déclare alarmiste, mais en même temps, l'OTAN sans l'Amérique, sans les États-Unis, c'est pas grand-chose. C'est le principal contributeur. Et donc, et à partir du moment où Joe Biden a dit qu'il n'enverrait pas de soldats, et que, je vous dis, l'escalade, elle est toute proche, puisque certains ont décidé d'envoyer des armes en Ukraine, et donc, mais on joue avec le feu. Enfin, de penser qu'en réalité, on a eu cette chance. Évidemment, il y a eu cette parenthèse terrible du conflit en Yougoslavie, d'une Europe qui est quand même pacifiée, qui est pacifique. Et donc de se dire que les uns et les autres, pour faire les gros bras, on disent qu'ils vont envoyer des armes, moi ça m'effraie. Voilà, ça m'effraie. C'est pas que pour faire les gros bras. Il y a un certain nombre de principes intangibles. Voilà, dans la politique étrangère de la Russie, il y a quand même certains, voilà, ils ont envoyé la Crimée, le Donbass, pareil, ils veulent refaire des frontières, ils veulent avoir le grand empire. Bon, voilà, c'est un peu plus non, c'est aussi un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué. On revient à l'histoire qui est compliquée. Parce que la crise qui sont les majorités, d'où ils viennent, quand est-ce que ça a été annexé, comment est-ce qu'on le reprend. Est-ce qu'on doit se mêler de ça? C'est la question. Est-ce qu'on doit défendre nos principes? Il y a des règles. Le problème, c'est que on a toujours nos principes à géométrie variable. C'est qu'en fonction des régions du monde, en fait, on ferme plus ou moins nos principes. Donc moi, ça m'ennuie. Voilà. Donc je suis assez prudente, et je pense qu'on n'est pas à l'abri d'un conflit extrêmement violent, et que la seule voie possible est la voie de la diplomatie, et de pas... ça sert à rien d'envoyer des armes en disant que c'est la voie diplomatique. Il y a quand même un problème. Est-ce que tout ça peut peser sur la campagne présidentielle, qui déjà est plombée par la pandémie? Isabelle Saporta, on se pose des questions sur ce scrutin. Est-ce qu'il se pourra se tenir dans des conditions normales? On a peut-être une guerre qui menace en Ukraine. En tout cas, on va arriver à débattre du fond, des vrais sujets. Alors ça, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est vrai que c'est intéressant parce que ça redécoupe au fond le paysage politique aussi, suivant en fait presque les obédiences. C'est-à-dire qu'effectivement, là, on découvre Marine Le Pen. Enfin, on la découvre pas, on le savait. Mélenchon, qui est aussi sur une posture très pro-russe. On a bien vu que la semaine dernière, il n'était pas capable de reconnaître le génocide des Ouïghours, parce que c'était quand même faire, au fond, être mal avec les Chinois, et qu'il n'a pas du tout envie. Donc, si vous voulez, moi, je trouve que c'est quand même très intéressant. C'est-à-dire, quand on dit, au fond, toute la gauche, toute la droite, c'est pareil, bonnet blanc et blanc bonnet, ben non, en fait, c'est pas bonnet blanc et blanc bonnet. On voit bien qu'il y a plusieurs lignes, qu'il y a des fractures sur les questions géopolitiques, démocratiques, qui sont très importantes. Et je pense qu'il est urgent de tendre l'oreille, et que les gens se projettent sur... Au fond, si je vote pour tel ou tel candidat, quand même, malgré tout, là, sur ces questions-là, ils sont limites. Parce que, comme le rappelait très justement Jeannette Bougrabe, on voit bien, effectivement, que notre morale est à géométrie variable, suivant l'idéologie qui est derrière, suivant les marchés qui sont ouverts ou qui ne le sont pas. Et sur l'Arabie Saoudite, on n'a eu aucun problème. Et en ce moment, moi, je trouve ça affligeant, parce que... Et la Chine, alors le président de la République française a remis sur la scène un homme qui a fait exécuter un journaliste dans un consulat, et qui
aujourd'hui se permet d'aller bombarder des prisons où des gens sont morts sous les décombres, où ils n'avaient aucune possibilité de s'échapper sans aucune condamnation. Donc moi, je trouve que voter pour un candidat guerrier président, ça me gêne. Et en plus, on sait très bien qu'il y a la question du Mali et des mercenaires russes de Wagner qui sont là-bas. Donc tout cela me gêne. Et la Russie, et je trouve que de ne pas parler à la Russie est une erreur, parce que vous avez des opposants qui sont aujourd'hui dans des geôles comme Navalny, et qu'il faut les soutenir. Il faut les soutenir. Le dialogue avec la Russie est nécessaire. On a des liens très forts et l'histoire est faite. Il ne faut pas oublier qu'au 19e, par exemple, la langue qui était parlée à la cour, c'était le français. Pouchkine, on l'appelait le français. Donc, on ne peut pas nier ces liens que nous avons avec la Russie. Donc, et c'est pas être pro-russe. Je soutiens Navalny et en ce moment, il y a des poursuites contre sa famille et on n'en parle pas. Donc, c'est dramatique. Vous n'êtes pas d'accord, Guylaine? Non, moi je suis d'accord. Je suis pour la diplomatie, je suis pour la paix. Sur l'impact sur la campagne présidentielle française. C'est très difficile de parler avec Poutine. Bon, la présidentielle, ça va permettre à chacun de se mettre, comme vous le dites, dans telle ou telle obédience, ça va clarifier les choses. Mais la politique étrangère n'intéresse pas vraiment les Français. C'est pas là-dessus que se joue une élection présidentielle. Bon, sauf si vraiment il y avait une entrée en conflit, s'il y avait un drame. Et encore, je n'ai pas l'impression que ça fasse bouger beaucoup les électeurs. Ils sont sur leur pouvoir d'achat, sur leur sécurité, et un tout petit peu sur l'immigration, mais sur le reste, en plus c'est des histoires compliquées. Faut dire, c'est pas fait. Mais parler à Poutine, je crois que il y a ceux qui sont pro Poutine qui disent allez parler à Poutine. Non mais Merkel, Angela Merkel, Angela Merkel était Angela Merkel, en plus, comme il est bilingue allemand et qu'il a passé un peu de temps en Allemagne de l'Est, elle-même le dit, elle encourage à parler à Poutine, elle parlait avec lui quand il y a eu le problème. Mais ils ont des intérêts qui ne sont pas exactement les nôtres. Oui, mais quand il y a eu la question de la Crimée, Jean-David Lévy, qui était le Sherpa de Nicolas Sarkozy, raconte très bien comment les choses se passent. Quand Biden a téléphoné à Poutine, donc Poutine, il y a un rapport assez de rapport viril au pouvoir, et donc il faut aller le voir. Et donc ça sert à rien de faire des points presse entre deux chefs de l'exécutif, entre le chef de l'exécutif allemand et le chef de l'exécutif français, en disant on va prendre des mesures qui sont une riposte. Voilà, mais ça les fait mourir de rire, et à juste titre. Si on veut négocier avec Poutine, on va voir Poutine. On va pas d'une conférence de presse avec le pupitre. C'est ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy au moment de la crise avec la Géorgie. Faut aller le voir. Et au moment et les Finlandais, pareil, quand ils ont eu des problèmes, quand les Russes, c'est très simple, quand ils veulent avoir quelque chose, ils laissent passer les migrants, donc c'est ce qu'avait fait, etc. Donc le président finlandais est allé à Moscou, il a dit maintenant il faut refermer la frontière, et ils ont refermé la frontière, voilà. Et donc c'est un rapport, il faut aller voir les gens. Je vous dis, ça c'est pas ni à Paris ni à Berlin que les choses se décideront. Si vous voulez faire un sommet, vous choisissez un lieu neutre, comme avait fait Trump et Poutine avaient choisi. Donc on peut imaginer qu'Emmanuel Macron, président de la République, président de l'Union européenne et candidat bientôt en campagne, pourrait aller à Moscou, quitter le sol français pour aller risquer de prendre un camouflet face à Poutine. Mais non, il n'a pas voulu passer les fêtes de Noël avec non, mais soit vous si c'est un président qui aime que se jeter des fleurs, effectivement, un président, là, on est quand même face à un acte d'agression. Voilà, on n'est pas dans une situation assez neutre qui commence seulement à dégénérer. Elle a déjà dégénéré. Il y a quand même 100 000 soldats qui sont postés à la frontière. Mais c'est quand même une position où si vous dites je vais aller voir Poutine, je vais essayer de parler avec lui. Pendant ce temps, il a mis ses soldats. Non, mais de manière générale... Un dernier mot. Moi, j'étais très, très surprise de voir qu'au Kazakhstan, les chancelleries occidentales qui ont besoin de plein de minerais et qui n'ont rien dit, alors que les Russes sont rentrés dans le pays, sont ressortis. Là, j'ai vu personne dire quoi que ce soit, parce qu'on a besoin de lithium, on a besoin de pour nos téléphones portables. Et donc voilà. La réelle politique. Pas un mot. Voilà, merci beaucoup de mesure. À toutes les trois d'avoir participé à Punchline. On se retrouve demain à 18h sur Europe 1. Dans un instant, c'est Stéphanie Loire pour musique. Et à 20h, il y aura Alexandre Lemaire pour les infos. Bonne soirée sur Europe 1.